grosse économie. Ça, c'est vraiment une économie formidable, on ne perd pas une goutte. Bien. Mais nous avons une troisième circulation qu'on devrait expliquer aux enfants. Et cette circulation s'appelle la circulation lymphatique. Quand on dit de quelqu'un qui est lymphatique, on peut dire de lui qu'il réfléchit lentement, qu'il parle lentement pourquoi? Parce que notre circulation lymphatique est une circulation qui est effectivement lente. Quand nous opérons quelqu'un, que ce soit dans notre corps, eh bien nous observons parfaitement ce petit système lymphatique qui est avec tout simplement un calibre qui n'est pas plus grand que la mine d'un crayon, mais ça se voit à l'œil nu. Et on voit le liquide qui circule, qui peut être clair comme de la flotte, ou qui peut être un peu blanchâtre quand il y a là-dedans du tissu graisseux, quand on a mangé gras, beaucoup de beurre, beaucoup de viande avec des graisses cachées, etc. Bien. Ce système lymphatique, il contient un certain nombre de cellules, qu'on appelle les cellules lymphatiques, les lymphocytes. Et ces lymphocytes, qui est absolument formidable, sont des globules blancs. Et des globules blancs, il y en a autant de familles qu'il y a de marques de bagnoles. Renault, Peugeot, Citroën, Chrysler, Peugeot. Et là-dedans, vous avez des lymphocytes qui sont des tueurs, c'est-à-dire qui ont un rôle pour tuer le germe, pour tuer la bactérie ou le virus. Et puis vous avez d'autres qui sont des helpers, qui sont des aides, qui sont des auxiliaires, qui vont vous aider, et qui sont là pour vous protéger. Quand vous avez un panari au bout du doigt, là, vous allez voir le docteur, vous dites, docteur, j'ai un panari. Il ne va pas le toucher, sinon il vous fait hurler. Il vous examine les selles. Il regarde si vous avez des ganglions. Et pourquoi? Parce qu'il regarde si votre système immunitaire fonctionne. S'il fonctionne bien, vous avez des ganglions qui bloquent le staphylocoque de votre pouce pour qu'il ne passe pas dans le sang. Notre système immunitaire est absolument génial. Mais encore faut-il qu'il soit bien nourri. Et pour qu'il soit bien nourri, notre système immunitaire, eh bien, il faut l'apporter ce qui est nécessaire à son équilibre et que les globules blancs soient justement en un fonctionnement naturel. Savoir que les globules blancs, ils vivent une semaine. Et les cancérologues le savent, et les malades à tel cancer le savent, parce que quand on leur met la chimiothérapie, on fusille toutes les cellules qui sont en train de se multiplier, y compris les cellules normales. Donc le globule blanc qui vit une semaine, il se met à vivre pas la semaine, mais 3 jours. Alors il chute beaucoup. Le taux des globules blancs est bas, risque d'infection. Les globules blancs nous protègent. Les lymphocytes nous protègent. On sait très bien ça avec le sida, syndrome d'immunodépression acquise, acquisition d'une dépression immunitaire. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, il faut bien comprendre que notre système immunitaire, il nous protège. Mais si nous bouffons au lieu de manger correctement, eh bien nous allons l'abîmer. Alors en fonction de la susceptibilité des personnes, vous pouvez avoir une thyroïdite, inflammation thyroïdienne. Vous pouvez avoir un problème articulaire, au niveau de la spondylarthrite, une polyarthrite chronique évolutive, une maladie de Crohn, ou bien le système nerveux, une sclérose en plaques, une sclérose latérale amyotrophique, ou alors même une maladie d'Alzheimer, c'est une maladie auto-immune. Et toutes ces choses-là, évidemment, on ne nous dit pas trop. Ben oui, il faut le savoir. Il faut le savoir parce que c'est notre alimentation qui va nous permettre justement d'avoir un système immunitaire qui fonctionne bien. C'est parce que nous mangeons, comme nous dit la télé, qu'il y a de plus en plus de lymphome, de cancer du pancréas, de cancer du tube digestif, de cancer du sein, de cancer de la prostate. Tout cela augmente les risques de ces pathologies qui sont graves et qui coûtent extrêmement cher. Alors, comment faut-il s'alimenter? Petit déjeuner, repas du midi, repas du soir. Sur quoi faut-il forcer? Qu'est-ce que c'est qu'il faut réduire? Je vous ai dit pour les produits laitiers que vous allez choisir un petit animal. Chèvre ou brebis qui contient des facteurs de croissance dans son produit laitier, mais qu'il y en a moins que pour faire un veau, parce que le chevreau ou l'agneau sont des animaux plus petits que nous. Donc ça veut dire qu'il faut aller vers des fromages de chèvre ou de brebis qui soient des animaux effectivement plus petits que nous. Il n'y a pas besoin d'en prendre 4 fois par jour. Une portion, vous coupez en 4, un quart madame, un quart monsieur, ça suffit. Vous ne finirez pas en poussière. D'autant, quoique c'est quand même certain, mais plus tard. Bon, donc, ce qui se passe, c'est que l'on oublie de nous dire que le calcium animal et le calcium végétal ne se comportent pas de la même façon. Le calcium animal, Danone vous dit, le calcium des produits laitiers est absorbé au maximum à 35-40%. Pas mal, ça veut dire qu'il y a 60% qu'il faut dans les déchets. Bon. Alors, le calcium végétal, bien, si vous le mastiquez bien, le calcium végétal peut être absorbé jusqu'à 74%. Et c'est un calcium formidable que vous avez dans le persil, que vous avez dans les fruits, que vous avez dans les légumes, que vous avez dans les légumineuses. Qu'est-ce que c'est les légumineuses? Ce sont les haricots, ce sont les pois chiches, ce sont les lentilles. Mais encore faut-il savoir les faire cuire. Si vous êtes à la Réunion, ou à la Martinique, ou dans les dom-toms là-bas, qu'est-ce qu'il faut cuire? Il faut cuire à fond. Voyons quoi, ça ballonne dur par là-bas. Pratiquement, un haricot, un gaz. C'est à peu près ça.
Alors, ce qu'il faut faire tout simplement, et là vous allez voir que les hommes vont se réveiller, nous avons une de nos filles, figurez-vous, qui est historienne. Alors elle sait que ses parents s'intéressent beaucoup à la nutrition, alors elle m'appelle, papa, est-ce que tu sais? Je sais pas quoi. Alors d'abord, c'est elle qui m'a appris que le cardinal de Richelieu, son éminence, était tout le temps en retard dans les réunions publiques. On ne pouvait pas dire son éminence est constituée, ça ne se dit pas. On dit son éminence à mi-lenteur. Alors un jour où son éminence était dans le médoc, on lui fit savoir, éminence, prenez donc un verre de médoc à chaque repas. Il le prit, puis désormais à l'heure. Et bien voilà le petit moteur qui permet la contraction et qui permet d'évacuer tout simplement. Vous voyez, fini les constipés de Nantes. Terminé. Alors ça c'est une chose à prendre. Puis la deuxième chose, papa, est-ce que tu sais? Ben non. Ben papa, voilà, il y a un compte, alors je ne sais plus si c'est un tchécoslovaque ou un hongrois, et ce compte, je pensais que c'était un compte en personne, un compte de bureau, je ne sais pas quoi. Non, papa, c'est le mari de la comtesse. Et alors, eh bien papa, figure-toi que ce mari de la comtesse, il a honoré sa comtesse 7 fois en une seule nuit. Tu te rends compte? Alors les dames me disent toujours, docteur, comment? Et alors, j'ai dit à ma fille, bah, chérie, dis-moi comment? Je dis, papa, il prenait des pois chiches al dente. Al dente, ça veut dire quoi? Ça veut dire cuit à peine, croquant, craquant, plein de phyto-hormones, pour que monsieur en fasse de la phytotestostérone et madame de la phytoestrogène et phytoprogestérone, dans 8 jours, il n'y a plus un pois chiche à Nantes. Il n'y a pas très longtemps, j'étais, figurez-vous, dans le Var, et j'étais invité par des maires du Var, MAIRES, qui étaient là pour que je leur parle un petit peu de la nutrition et en particulier de tous les produits ancestraux du Var. Et il y avait les prunes de Brignoles, le vin de Corrence, il y avait le coin de Cotignac. Et puis, au moment où je parle des pois chiches, voilà qu'un des maires devant se met à gonfler comme un bibendum de joie. Monsieur le maire, que se passe-t-il? Il me dit, mais je suis de Rousier, je suis le maire de Rousier, nous ne fabriquons que des pois chiches là-bas. Ben, je lui ai dit, écoutez, envoyez-en à l'Élysée, à Matignon, partout, et vous avez vu que ça a marché. Parce que je vois déjà la photo de Carla avec Nicolas Cave sur le sein. Et tu sais, Jean-Philippe, je suis sûr que nous allons obtenir l'allaitement maternel pour 6 mois pour toutes les femmes de France. Ça, c'est sûr, tu es d'accord? Donc ça va venir tout seul. Donc ça veut dire que ça prend. Je crois que c'est en octobre. Mais croyez-moi, il faut beaucoup penser à ce petit. Donc ça, c'est capital. Alors, vous voyez, à travers ces choses-là, nous voyons quoi? Nous voyons qu'il faut forcer sur les fruits frais de saison. Il faut forcer sur les salades, avec de l'huile d'olive pleine de vitamine E, qui est un antioxydant, anti-vieillissement, qui contient de l'acide oléique olive. Cet acide oléique, c'est un transporteur du calcium sur l'os. Ça permet d'avoir un os solide. Et en plus, il faut se bouger. Et se bouger, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que, vous savez, on vous dit qu'il y a des pesticides dans notre société. C'est vrai, on les respire sans le savoir. Et on ne voudrait pas, mais c'est comme ça. Alors, il y en aura de moins en moins, j'espère, dans l'avenir, mais on ne peut pas attendre un siècle qu'il n'y en ait plus. Nous vivons tous les jours. Eh bien, je vais vous expliquer où ils sont, les pesticides, dans notre corps. On les a cherchés partout. Dans le cerveau, dans le foie, dans les reins, dans l'intestin, dans les surrénales, dans les glandes, dans la thyroïde, partout. Et on les a trouvés là où on ne les attendait pas. Et si on avait réfléchi, on les aurait trouvés là. Ils sont dans notre tissu graisseux, sous la peau, proche des glandes de la sueur. Figurez-vous que les glandes sudoripare, les glandes de la sueur, elles ont un rôle. C'est d'éliminer des produits par la sueur. Et vous allez remarquer que quand nous avons une bonne transpiration, on ne sent pas très bon. On ne sent pas très bon tellement qu'on va se la douche. Mais effectivement, on peut éliminer les produits toxiques de cette façon. Admettons que je prenne une pomme. Et que cette pomme, on me dit, elle a reçu 18 traitements. Donc, il y a probablement dans cette pomme quelques produits qui ne sont pas phytosanitaires, comme l'on dit, mais qui sont plutôt des produits chimiques, qui sont des fongicides, insecticides et tout le reste. Bien, je croque la pomme. Mais avant de croquer la pomme, je vais la mettre dans la flotte. Je vais passer une nuit à dormir, à travailler mon cerveau avec simplement les rêves, parce que nous rêvons tous. Et le lendemain matin, la pomme, elle a travaillé aussi. Ça veut dire que sa peau a libéré des pesticides dans la flotte. Je vais la nettoyer, cette pomme, et puis je vais la croquer. Il en reste, certes, mais il n'en reste pas 90%. Il en reste
20%. J'en ai éliminé beaucoup et je peux consommer cette pomme. Et cette pomme, eh bien, je vais ensuite transpirer 2 fois par semaine en faisant du sport. Ça veut dire qu'avoir une activité physique est indispensable pour transpirer, 1 et 2, pour avoir un os solide. Si vous avez une fracture au ski au niveau de votre tibia droit, très bien, on vous met ça dans un plâtre. Au bout d'un mois et demi, on vous enlève le plâtre. Que dites-vous? Oh, mon pauvre petit mollet, il est atrophié. Pourtant, il a reçu la même nutrition que l'autre. D'abord, vous avez marché comme le héron sur une patte, donc vous l'avez fait bosser de l'autre côté, alors que sur le côté droit, ça a été au repos. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que votre muscle est atrophié. Pourtant, il a reçu une bonne nutrition parce qu'il n'a pas bossé. Ce qu'il n'a rien fait, il était au repos. Et votre os, lui, eh bien, au niveau de la fracture, il y a eu une consolidation prioritaire. Ça veut dire que le reste de l'os est sympa. C'est comme s'il disait, oh, à cet endroit, il y a une fracture, je t'aide, je t'envoie du calcium. Il y a une décalcification du reste de l'os au profit de la calcification de la fracture. Ça s'appelle une priorité biologique de calcification. C'est génial. Si nous étions conscients de l'organisation de notre corps au niveau anatomique et de son fonctionnement, je vous assure que nous serions en contemplation devant nous-mêmes. Tellement c'est fabuleux. Heureusement qu'il y a toujours des choses à apprendre, que nous ne finirons jamais d'en apprendre. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les maladies auto-immunes qui touchent à mon immunité, il y a un élément dont je veux vous parler parce qu'il est à l'origine de la porosité intestinale. Vous comprenez le mot porosité? Ça veut dire que c'est poreux. Ça veut dire que notre intestin, il a un rôle prodigieux pour sélectionner les bons aliments des mauvais et pour envoyer vers les déchets ceux dont nous n'avons pas besoin. Dans le lait de la vache, il y a 3 à 4 fois plus de calcium que nous n'en avons besoin. Or, si nous avons une porosité intestinale, eh bien le calcium va passer par cette porosité, va passer dans le sang et va aller pas tellement sur mon os, mais sur mes articulations. Et il va me les rouiller en ce sens qu'il va créer une véritable arthrose. Je vous donne un exemple concret. Mon frère aîné est opéré il y a plusieurs années de la hanche droite. On lui met une prothèse. Je vais le voir à l'hôpital et il me dit, quand je pense qu'il faut que dans 6 mois, on me fasse la hanche gauche. Je dis, mais tu veux vraiment te faire opérer? Il me dit, tu sais, si je pouvais l'éviter, je le vis très bien. Je vais t'aider. Je vais t'aider. C'est pas compliqué. Tu vas changer tes habitudes alimentaires. Tu vas supprimer tout ce qui te rend poreux ton intestin. Ça veut dire que tu vas supprimer le pain d'aujourd'hui qui contient du gluten. Et car nous avons de plus en plus d'allergies, de pseudo-allergies au gluten. Et ce gluten d'aujourd'hui, vous remarquerez une chose, c'est que le pain d'aujourd'hui, quand vous le coupez, il est peu aéré. Beaucoup de gluten, peu de levain. Et ce peu, quand nous allions enfants chercher le pain, on mangeait du pain en route, on l'ouvrait, puis on mettait notre pouce dans les trous du pain, parce qu'il était aéré. Aujourd'hui, je vous mets au défi de mettre vos doigts dans les trous du pain, parce qu'il y a de plus en plus de gluten, préparation industrielle. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de maladies cœliaques. Célios, c'est en grec le ventre. Maladie cœliaque, maladie du ventre. Avec une mauvaise absorption intestinale, avec justement cette porosité qui fait que si un bon sucre passe, c'est bien. Mais s'il passe des mauvaises choses qui vont vers ma thyroïdite, vers mes articulations, inflammation articulaire, polyarthrite chronique évolutive, spondylarthrite ankylosante, une dame de 37 ans vient à ma consultation. Je dis, madame, comment marchez-vous? Et elle marchait comme sur des œufs, avec beaucoup de précautions, tellement elle avait mal aux pieds. Elle enlève des chaussures vilaines, grandes, et je vois les articulations des doigts de pied qui étaient rosées. Elle avait une inflammation sur les articulations de ses doigts de pied. C'était le diagnostic évident, une polyarthrite chronique évolutive. Que venez-vous faire pour voir un chirurgien aux endroits cancéreux? Le docteur, je vais vous expliquer, j'ai vu mon médecin. Il m'a dit que c'était une polyarthrite, il m'a envoyé au rhumato. Je suis allé voir le rhumato, il m'a fait le même diagnostic. Je dis, docteur, quel traitement? Et il m'a dit, anti-inflammatoire, madame, pour calmer la douleur, lesquels? Voici la liste. Ensuite, il faudra prendre du méthotrexate. Elle a pris le nom et elle est repartie. Elle est arrivée à la maison, elle a regardé sur Internet, c'est quoi ce médicament? Et elle a vu que les anti-inflammatoires, il y en a qui font signer l'estomac, elle a dit je ne veux pas. Elle a vu que le méthotrexate, c'est un médicament contre le cancer. Elle a dit mais j'ai pas un cancer, je n'en veux pas. Elle a continué à surfer, et puis elle est arrivée sur un truc où elle a vu, tiens,
alimentation, troisième médecine. Intéressant. C'est quoi la première? Elle se dit, ben, la première médecine, elle a lu, c'est l'allopathie, c'est la médecine classique. C'est quoi la deuxième? C'est l'homéopathie. Très bien. Et c'est quoi la troisième? Ben, tiens, alimentation, troisième médecine. Ah bon? Et puis, elle a vu que ce livre était écrit par un de mes collègues de Montpellier, elle a téléphoné à la faculté, elle a dit, voilà, je voudrais voir ce prof. Elle lui dit, malheureusement, elle a amené tout ce monde. Alors elle a regardé de plus près, puis elle a vu qu'il y avait la préface d'un autre qui avait un nom de Claude. Et voilà, c'était moi les collègues, alors on va bien me voir à la consultation. Docteur, vous connaissez bien le livre, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, madame, c'est simple, hein. Moi j'aurais ça, j'arrive à la maison, j'ouvre le frigidaire. Le lait, le fromage, le yaourt, les crèmes glacées, les béchamels, tout ça, puis poubelle. Le pain, les pizzas, les pâtes, les viennoiseries, les biscuits, dégagés, poubelle. À cause de ce problème de porosité intestinale que je l'explique. Elle me dit, mais qu'est-ce que je vais manger? Ben, je dis, il y a des poissons, il y a des fruits de mer, il y a des viandes blanches, il y a de la viande rouge que vous pouvez manger de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais simplement, je vous dis, vous supprimez tous les produits laitiers, et puis je vous revois dans un mois et demi, ça m'intéresse de voir ce que ça devient. Et si d'ici 15 jours, 3 semaines, vous avez toujours aussi mal, pas de problème, il faut suivre le rhumato. Je la vois un mois et demi plus tard. Elle arrive avec des jolies petites chaussures. Et elle a une phrase qui était très importante pour elle et pour moi. Elle me dit, docteur, maintenant, je descends les escaliers toute seule en courant. Que s'est-il passé? Simplement, elle a changé ses habitudes alimentaires. Et quand je lui ai dit, madame, vous pouvez prendre maintenant un petit peu de fromage de chèvre ou de brebis, elle avait tellement relié sa maladie à la prise de ces produits blancs qu'on appelle les produits laitiers qu'elle disait, non, je n'en veux pas. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de feu, vous y reviendrez de toute façon. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement intéressantes, de la même façon que je me souviens d'une femme qui vient avec un magnifique foulard autour du cou, qui cachait quelque chose. Je la salue, elle enlève brutalement son foulard, je vois un magnifique quadre. Quand on voit ça, on appelle les infirmières, les externes, les viennent voir, un super quadre, on va prendre en photo, etc. Alors, je dis à cette alors elle me dit, docteur, vous ne me touchez pas, ça veut dire, vous ne m'opérez pas. Je dis, madame, pas de problème. Et vous venez de Lozère. Je dis, non. Pourquoi vous dites que je viens d'Auxerre? Parce que, autrefois, à Montpellier, les goitreux, les gens qui avaient des grosses stéroïdes, c'était des gens qui venaient de l'Auxerre parce que là-bas, ils avaient bien des truites, mais il n'y a pas trop d'iode dans la truite. Elle ne monte pas de la Méditerranée, les poissons de chat. Maintenant, ça monte, et puis on a donné le sel, bien sûr. Je dis, vous habitez où? J'habite à 7. À 7? Les poissons et fruits de mer? Jamais, docteur, jamais. J'ai horreur de ça. Mais écoutez, madame, c'est pas compliqué. Il faut s'y mettre. Il faut en prendre, tout simplement, 3 fois par semaine, et puis moi je vous revois dans 2-3 mois. Elle revient 2-3 mois plus tard, pas de foulard, un coup normal. Je lui dis, c'est un Claude, ou j'ai sa sœur, jumelle. C'était bien elle. Qu'avez-vous fait? Elle m'a dit, mais c'est simple. Petit déjeuner, repas de midi, repas du soir, poisson et fruits de mer. Tous les jours, toujours. Si, mais madame, vous allez faire une hyperthyroïdie, quoi. Vous voyez, c'est intéressant parce que vous dites à quelqu'un 3 fois par semaine, il entend 3 fois par jour. Et elle s'est mise. C'est comme le monsieur qui arrive, sa femme me dit, il a une petite goutte. Je dis, qu'est-ce que c'est la goutte? Ben, il a un taux d'acide urique élevé. Et le médecin lui a donné un traitement. Ah bon? Je dis, monsieur, vous êtes chasseur? Non. Pourquoi vous dites ça, docteur? Parce que les chasseurs, ils ont du gibier, ils le tuent, le mangent. Et donc ça fait monter le taux d'acide urique. Bon, je cherche, je trouve rien, il n'y a rien dans la famille, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de génétique. Et puis sa femme lui dit, chérie, monsieur, quand votre femme vous dit chérie, il va se passer quelque chose. Il a remarqué. Je dis, pourquoi madame vous dites ça? Alors, elle lui dit, fais saucisson. Ah, vous prenez du saucisson? Ah ben, au petit déjeuner, monsieur prend toujours du saucisson. Monsieur, un saucisson comme ça, combien vous en faut par semaine? Ben, il en faut 3, d'accord. Mais cherchez pas. Alors je lui ai arrêté son saucisson. 3 mois plus tard, il revient, taux d'acide urique impeccable, pas de traitement, qu'est-ce qu'il était content. Et la femme aussi. Question du monsieur, docteur, je peux reprendre du saucisson? Une tranche. Voilà, on va l'interdire. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à travers toutes ces maladies auto-immunes que nous voyons, qui touchent le système digestif, le système articulaire, le système nerveux, c'est vrai, il faut que je termine par là. Vous n'avez pas envie d'avoir un Alzheimer, mais on vous en voulait un. Bon, si vous en voulez un, cerveau de vous avez compris comment il faut faire. Hein. Vous gavez le produit laitier comme il a fait les plans national de nutrition santé, ça c'est assuré, maison de retraite, et vous savez que dans les maisons de retraite, vous avez un code qui est tout simplement à l'intérieur. Que tout le monde me fout le camp. Moi, je me mets un tas d'élus qui sont là. Et en plus, quand ils veulent partir, on leur donne un truc pour les calmer. Hein, comme ça, ils ne bougent plus. Voilà. Ils restent dans leur chambre.
Inadmissible, inadmissible. Non, alors moi je vais vous dire, il y a deux choses à faire. Premièrement, il faut stimuler son cerveau par une bonne alimentation, ça s'appelle les oméga 3. Il n'y a pas besoin d'aller chez le pharmacien, les oméga 3, vous les avez dans les poissons et dans les fruits de mer. Et dans les poissons et fruits de mer, vous avez tout ce qu'il faut, mais il faut en prendre 3 fois par semaine. Autrefois, il y avait des habitudes religieuses qui disaient tous les vendredis. Mais non, on s'en régalait. C'est 3 fois par semaine, poissons et fruits de mer, pour avoir les oméga 3. Et même chez les petits enfants, les oméga 3 sont importants pour la construction de son cerveau. Première chose que l'enfant doit consommer, c'est des fruits frais, de saison, dès qu'une dent apparaît. Lorsque notre fille aînée a eu notre première petite fille, Agathe, qui avait une dent, papa, Agathe a une dent. La terre s'arrête de tourner, vous êtes bon. Alors, je lui dis, mais c'est tout ce que ça veut dire. Pourtant, elle a fait des études. Je dis non. Ben, j'ai dit, ça veut dire qu'elle peut conquer la pomme. Mais il dit, papa, il y en a une. Il pourrait qu'il en valait l'autre en face. Et je dis, tu peux pas y aller écraser la pomme. Alors, je dis, écoute, demain, c'était l'époque des mandarines, tu lui mets une mandarine sur les lèvres. Et tu vas voir, tu lui mets ça sur les lèvres, tu vas dire ce que ça fait. Tu vois, c'est formidable. Bon, demain, elle m'appelle de Paris, papa, Agathe a horreur des mandarines. Et pourquoi? Ben, j'ai fait ce que tu m'as dit, je lui ai mis une petite tranche, tu vois, elle avait donc sa petite dent, tout ça, et je lui ai mis là-dedans. Elle a fait une grimace, tu n'imagines pas. Ah bon? Dis-moi un peu, décris-moi. Eh bien, elle a froncé les sourcils, elle a prévenu, et c'était terrible, pas bien. Je dis, mais elle se concentre, Agathe. Tout simplement parce que quand l'enfant naît, il a les papilles là. Elles ne sont pas encore au fond du gosier, elles vont venir. Donc ça signifie que si elles sont là, l'enfant d'ailleurs, il va vers le sein de sa maman, il a l'odeur de la maman, il a l'odeur du sein, il a le goût du mamelon. Tout ça c'est très important. Mais ce sont des choses tellement simples. Donc je vais faire passer le message à Carla. Vous comprenez? Alors, ce qui veut dire que face à toutes ces choses-là, il faut bien comprendre, forcer pour l'Alzheimer sur les poissons et fruits de mer. Et puis une autre chose, il faut stimuler son cerveau. Vous voyez, je me souviens qu'en première année de médecine, l'un de nos professeurs nous réunit dès le premier cours, il nous dit, les petits, vous avez 17 ans, bientôt vous allez avoir 20 ans, vous allez perdre 20 à 30 000 neurones par jour. Je me suis dit, il ne doit pas lui en rester grand-chose à dire. Mais à la fin du cours, je suis allé le voir, j'ai dit, monsieur, mais moi je suis plutôt de nature économe, je trouve idiot quand même de perdre 20 à 30 000 neurones comme ça par jour, comment on les garder? Il dit, petit, tu les perdras. Je dis, mais qui c'est qui a dit ça? Il dit, c'est un prix Nobel. Lequel? Ramon y Caral, 1906, Madrid. Je suis allé vérifier. C'est vrai. Seulement aujourd'hui, Ramon y Caral, il s'est planté en première année de médecine. Il s'est planté. Il s'est planté exactement comme Giacomo, Wolf et Jacob se sont plantés, parce qu'une partie de leur prix Nobel était sur le fait qu'il n'y avait pas la possibilité de rétrovirus. Or, le rétrovirus numéro 1, c'est celui du sida. Donc il peut se faire qu'il y ait des gens qui aient un prix Nobel et qui se trompent sur une partie de leur œuvre. Eh bien, Ramon y Caral s'est trompé tellement qu'aujourd'hui, on sait depuis un peu avant l'an 2000 que nous sommes capables de multiplier les connexions neuronales et même le nombre de neurones dans notre citron. Ce qui fait que quand je suis avec mon petit-fils Augustin, eh bien, je lui apprends les fables de La Fontaine et je les récite avec lui. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine, venir ses enfants, et le petit se dit, le vieux n'est pas si con que ça. Ça veut dire que nous devons stimuler notre cerveau, que nous devons lui donner correctement à manger, bien évidemment, le nourrir avec les sucres des fruits, avec les oméga 3 des poissons et des fruits de mer, et évidemment avec une bonne hydratation. Méfiez-vous, mesdames et messieurs, souvent quand on devient un peu âgé, on dit « Ah, ma prostate, je ne veux pas me lever la nuit », on boit moins. « Ah, mon petit prolapsus, je ne veux pas perdre quelques gouttes », alors on boit moins, on se déshydrate. Pincez donc votre main. Et quand vous pincez la main et que vous voyez que vous avez du papier à cigarette, ça veut dire que vous vous déshydratez, que la mémoire va partir, que l'Alzheimer vous a arrivé. Et donc tout ça sont des choses importantes. L'hydratation du cerveau, toutes ces choses sont essentielles. Et ça veut dire aussi que le repas de midi et le repas du soir doivent être différents, qu'il faut manger beaucoup de salades de toutes les couleurs, avec du rouge, avec du vert, avec du blanc, avec de la feta, avec des amandes, avec des noisettes, avec toutes ces choses que la nature nous donne, si possible en allant vers des produits issus d'une agriculture raisonnable. Et je veux remercier le producteur qui a amené ces magnifiques fraises et ces magnifiques végétaux qui sont là devant vous, pour vous rappeler que la nature est à votre service. Je terminerai par 2 phrases.
l'une d'Hippocrate que vous connaissez par cœur, que ton aliment soit ton médicament, et une autre de Jean Rostand, le célèbre biologiste que j'aime beaucoup, qui disait « Vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance », et c'est pour cette raison que je préfère aller au resto qu'à l'hosto. On va passer aux questions. Je vous propose pour les questions. Question orale, sans problème avec le micro, mais attention, on n'est pas en consultation pour donner des secrets médicaux. Vous n'avez pas à me dire le sein de ma femme, la prostate de mon mari, etc., ou le problème de mon fils. Il faut faire attention à la façon de présenter la chose. Donc, vous posez la question, mais d'une manière générale. Bon. Si vous avez des questions plus personnelles, vous écrivez la question sur un papier, vous signez en mettant H homme, F femme, et votre âge, car si vous avez 102 ans ou 32 ans, qu'à 102 ans, vous voulez prendre un whisky tous les jours, je vous le permets, mais pas à 32. Donc, ça dépend un peu de l'âge et du fait que vous êtes un homme ou une femme. Alors, on y va pour les questions. Oui. Je vous invite à utiliser les papiers jaunes et oranges que l'on vous a donnés à l'entrée. D'abord, peut-être pour simplement les remplir, qu'on sache qui vous êtes, pour pouvoir répondre justement à ces questions. Vous pourrez peut-être écrire au dos de ce papier. Voilà, tout simplement déjà. Alors, question orale, s'il y a des questions orales, on va tout de suite, monsieur. Bonsoir, monsieur, et merci pour... Parlez fort que je vous entends. Merci pour votre conférence passionnante. Près du micro. Si, ça y est, ça marche. Bon, je vous remercie pour la conférence passionnante. J'ai juste une petite question pointue que vous n'avez pas abordée. Allez-y, parlez fort, je vous entends. Je vois sur votre table de l'eau minérale Ah oui. emballée de plastique. Oui. Or, nous avons eu une émission à la télévision récemment qui était inquiétante contre les emballages de plastique. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, surtout si en plus la bouteille passe dans la chaleur du soleil, c'est pas une bonne chose. C'est sûr qu'à la maison, vous n'avez pas intérêt à prendre des eaux en bouteille, parce que d'abord, ça coûte 10 fois plus que l'eau du robinet. Et si l'eau du robinet n'est pas bonne, à Montpellier, nous avions l'eau de fraîche, qui n'était pas toujours si fraîche. Tellement que nous avons mis un filtre. Bon, à osmose inverse, bon, peu importe, il y a des filtres qui sont plus ou moins chers. Méfiez-vous, parce que maintenant, vous avez une grosse publicité pour des filtres qui arrivent soi-disant du Japon, qui coûtent extrêmement cher, et qui, à mon avis, n'apportent pas plus que d'autres. Hein. Donc, oui, mais en plus, c'est pas dit. Il faut faire attention. Mais vous avez raison, au niveau de l'eau, on n'a pas trop intérêt à utiliser ou à boire de l'eau issue des bouteilles avec du plastique, quelles que soient ces eaux-là, et surtout ne pas laisser traîner ces bouteilles au soleil. Il y avait une dame, oui, madame, parlez fort, je vous écoute. C'est surveillance mammo quand il n'y a pas de problème. Alors c'est 2 ans ou c'est plus? Alors voilà, bonne question. Surveillance mammographique pour une femme. D'abord, pas de mammographie avant 40 ans, ça ne sert à rien, il faut faire des échographies et bien examiner le sein. Car avant 40 ans, le sein a une glande qui est importante par rapport au tissu graisseux qui l'entoure. Par contre, plus on va avancer en âge, et particulièrement après la ménopause, plus la glande va se réduire, plus il peut y avoir des tissus graisseux, mais pas en excès. Bon. Ce qui veut dire que toutes les femmes n'ont pas besoin d'une mammographie. Celles qui en ont besoin sont celles qui ont des antécédents de cancer du sein dans leur famille. La maman, la sœur, la tante. Et s'il y a plusieurs personnes, il y a peut-être la recherche d'un gène qui peut être pris en charge par la sécurité sociale pour savoir si la femme est porteuse du gène ou pas. Deuxièmement, une femme qui a été traitée déjà pour un petit nodule au sein, qui a, comme on dit, de la mastose, qui a pris des traitements hormonaux pour cette mastose, qui n'étaient certainement pas nécessaires, il faut faire attention que ces traitements hormonaux peuvent être inducteurs d'une pathologie au niveau du sein. Je vous donne un exemple.
Arrivent à la consultation 3 personnes qui se ressemblent fort, 3 générations. La grand-mère, la maman et la petite. Elles sont l'une derrière l'autre, elles se ressemblent, c'est fabuleux. Et je dis qui est malade? La grand-mère, la petite. Parce qu'elle a la petite. Docteur, elle a une boule au sein. Hein? Et pourquoi elle a une boule au sein? Docteur, on a peur qu'elle ait un cancer, la petite, bien sûr. Alors je dis, écoutez, madame, je vais examiner la petite, et je vous dis tout de suite que la boule au sein, c'est lié à un traitement qu'elle prend, la petite. Ah non, non, elle ne prend pas de traitement, docteur, dit la grand-mère. Mais elle prend quand même des hormones. Ah non, 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 chez nous, on n'en prend jamais des hormones. Très bien, d'accord. Alors j'examine la petite, elle a un fibroadénome qui est gros à peu près comme une noix dans le sein. 15 ans. Très bien. Elle ne prend pas d'hormones. Ce que dit la grand-mère. Puis la mère dit, mais elle a le bâton. Je dis, quoi le bâton? En ce moment, je ne comprenais pas. Le bâton, c'est tout simplement le petit bâton que l'on glisse sous la peau, qui est un implant hormonal, que l'on met aujourd'hui aux jeunes filles sans qu'elles le sachent, ou en le sachant, mais sans leur expliquer les dangers, et qui est un moyen contraceptif. Les laboratoires font leur peur avec ça. De la même façon qu'on vous propose des stérilés aux hormones, qui sont utiles dans 5% des cas, dans 90%, il n'y en a pas besoin. Seulement, payer plus cher. Problème de pognon. Alors, je reviens, madame, à votre question. Je dis que s'il y a des risques dans votre famille, si d'autre part, il y a, au niveau des habitudes alimentaires, des changements à mettre en place, on peut faire une mammographie à 50 ans, à 48 ans. S'il n'y a rien d'anormal, il n'y a pas de raison de faire la suivante avant 3 ans. Si 3 ans plus tard, tout va bien comme la première mammographie, et si vous avez fait attention, que vous ne prenez pas de traitement hormonal substitutif, que vous n'avez pas les antécédents dont j'ai parlé, et que vous avez, entre guillemets, la ligne, pas de raison de vous en faire. Maximum échographie, que votre gynéco vous examine, c'est exactement comme l'histoire du frottis. On fait 5 millions de frottis en France par an. Combien sont vraiment nécessaires? 500 000. Pourquoi on en fait 5 millions? Parce qu'on ne dit pas aux femmes, celles qui en ont besoin et celles qui n'en ont pas besoin. Alors mes collègues, ils n'aiment pas ça. Il n'y a pas très longtemps, je vois l'un de mes collègues, un très très bon copain à Paris, il me dit aujourd'hui j'ai fait une belle journée. Comme les vendanges. Très bien. Alors je dis, qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, devine. J'ai fait 40 frottis. Chapeau, hein. Je dis, où t'as fait ça? Il me dit, devine, au même endroit. Je dis, à ta clinique. Non. Bah, tu l'as fait dans ton cabinet. Non, à l'hôpital. Non. Devine. Dans un couvent. Je dis, attends, tu te fous de moi, quoi. Arrête, tu sais, maintenant, les bonnes sœurs avec les moines, on ne sait jamais. Pourquoi? Parce que le frottis cherche une maladie sexuellement transmissible. Autrefois, on voyait des cancers du col de l'utérus qui étaient liés à des accouchements dans des conditions d'hygiène qui étaient lamentables par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne voyons plus des cancers du col de l'utérus chez les femmes qui soient liés à des accouchements multiples. On voit des cancers du col qui sont liés au papillomavirus. Et je vous donne un exemple très concret. Une jeune femme de 20 ans, HCC, puis brillante, a été vaccinée contre le cancer du col. Sa grand-mère m'appelle, c'est la cata. Qu'est-ce qui se passe, madame? Eh bien voilà, elle a un papillomavirus sur le col de l'utérus et c'est le plus dangereux parce qu'il y a le 11, le 17, le 18, etc. Il y en a qui sont dangereux, d'autres sont moins. Bon. Elle a été vaccinée, seulement le vaccin ne couvre pas tous les papillomavirus. Qu'est-ce qui s'est passé, la petite de 20 ans? La petite de 20 ans, elle a un très très bon copain. Elle lui a tout offert d'elle-même. Seulement le petit copain, il était allé d'abord papillonner sur quelques-unes d'autres. Vous voyez? Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Or ça, on ne peut pas l'expliquer aux jeunes. Je me souviens que notre deuxième fille, pour son deuxième ou premier enfant, je ne me souviens plus, je lui avais expliqué tout ça. Elle va voir le gynéco qui lui dit, je vais vous faire un frottis. Alors elle lui dit, mais non, c'est pas la peine. Alors le gynéco lui dit, mais c'est le protocole. Alors elle lui répond, mais c'est pas besoin, c'est pas besoin, économie. Alors elle lui dit, mais vous cherchez une maladie sexuellement transmissible. Le gynéco est étonné, il dit, tiens, elle a de savoir quelque chose là. Alors elle dit, oui, pas besoin. Parce qu'avec mon mari, c'est mon mari et moi. L'autre lui répond, c'était une femme. Il lui répond, vous savez, les hommes vont faire attention. Alors j'ai dit, tu aurais dû lui dire avec le vôtre.
Vous comprenez? Alors, on généralise des comportements. Moi, je ne porte pas de jugement. Je dis, madame, vous avez la possibilité d'avoir un produit dans telle condition. Sinon, c'est pas vrai.